Le Parti libéral du Canada autorisait qu'une seule candidature féminine aux élections de 1930. C'est Idola Saint-Jean décide alors de se présenter comme candidate libérale indépendante dans la circonscription de Saint-Denis. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Le mois d'avril a plein de significations. Poisson d'avril, Pâques, le printemps qui s'installe pour de vrai, même si en avril ne te découvre pas d'un fil. Ouais, je sais, là. Eh oui, je te l'avais dit, habille-toi. Mais pour les Québécoises, c'est aussi le moment de célébration de l'obtention du droit de vote pour les femmes non autochtones du Québec. C'est le 18 avril 1940 que la loi a enfin été adoptée. Puis je dis enfin là parce que ça aura pris 14 projets de loi. 14! Ça, c'est un peu moins que... Des duotangs! 17 duotangs! 17! Entre 1922 et 1940, oui, 14 projets de loi ont été parrainés par des députés de l'Assemblée législative du Québec. Mais tu sais, au fond, c'est pas les projets de loi déposés qui sont au cœur de l'obtention du droit de vote des femmes. Non, là, c'est connu anyway, les femmes ont pas eu le droit de vote en votant, là. C'est grâce à l'acharnement, à la détermination, aux manifestations publiques comme médiatiques de milliers de femmes francophones et anglophones du Québec. Si on célèbre en 2025 le 85e anniversaire du droit de vote des femmes non autochtones du Québec, c'est aussi un petit peu beaucoup grâce à l'une de ses leaders. Place à notre matrimoine avec l'histoire d'Idola Saint-Jean. Idola Saint-Jean naît dans une famille bourgeoise de Montréal le 19 mai 1880. Et ça, c'est important quand même dans l'histoire, le fait qu'elle vienne d'une famille bourgeoise. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Elle suit dans sa jeunesse des cours d'élocution, de diction. Elle devient une as de la parole. Idola va justement commencer à former aussi des jeunes à l'art oratoire, à l'art du bien-dire, comme on disait. Dès sa vingtaine, elle est remarquée pour ses talents d'oratrice pendant des récitals de poésie et de prestations théâtrales qu'elle mettait elle-même en scène. Faut dire qu'elle a appris la diction et la mise en scène parce qu'être oratrice, oui, c'est plus que de juste aligner 3-4 mots l'un à la suite de l'autre, mettons, avec une artiste de l'opéra de l'époque, Giulia Benetti. Bon, j'aurais aimé ajouter ici un extrait de Giulia Benetti, de son vrai nom Julie Benoît, mais YouTube a pas vraiment ça. Donc à la place, je vous suggère cet extrait d'une soprano de chez nous, Nathalie Choquette. Tableau que je t'impressionnais à chaque fois. D'ailleurs, ce spectacle-là, La Diva et le Maestro, est disponible en intégralité sur YouTube là, si jamais t'es curieuse. Enfin bref, c'est en se dissociant justement de la troupe de Giulia Benetti qu'Idola se fait remarquer. Au début des années 1900, elle s'envole pour Paris. Idola veut y apprendre encore plus de choses sur l'art de dire pour enseigner aux anglophones de l'Université McGill la diction française. Pour Idola, la façon dont on s'exprime, c'est au-dessus de tous les autres arts parce que, comme elle le disait lors d'une conférence en 1911, l'art de dire, c'est l'art d'exprimer par des inflexions de voix et des accentuations relatives tous les dessous d'idées que les phrases contiennent. On est loin de ça aujourd'hui quand on apprend à s'exprimer à l'école, hein? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter mon exposé oral sur la baleine à bosse, qu'on appelle aussi le requin à la bosse.
Elle pèse en moyenne 30 tonnes et elle peut effectuer des sauts spectaculaires. Ouais, les sujets, parfois, ça laisse à désirer, mettons. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est qu'on n'apprend plus à bien s'exprimer. L'art oratoire, c'est un art qui s'est malheureusement perdu. Idola a d'ailleurs publié un ouvrage en 1917, Récitation enfantine. Vous n'allez plus me reconnaître. Regardez-moi donc. J'ai quitté les robes de fille pour mettre une culotte. On m'a gâté. Un pantalon comme je les aime, qui fait que nous nous ressemblons avec papa, car c'est du même drap que sont nos deux pantalons. Et en 1918, l'ouvrage Morceau à dire. Avec un peu d'emphase. Mon rêve, ma hantise, être blonde. Poétiquement maintenant. Blonde comme l'or, comme la lumière, comme les moissons. Dans un vieux style. Pourquoi ce désir, me direz-vous? Pourquoi? Mais feuilletez les poètes. Blonde, blonde. Toujours ce mot insulte à mes cheveux bruns. Réfléchissant un peu. Est-ce parce qu'il rime avec onde, monde, profonde? Mais brune rime très joliment avec lune, par exemple. Enseigner l'art oratoire, l'art de bien dire, ça fera partie de toute sa vie. À travers les années, Idola a toujours eu à cœur le bien-être des enfants et des jeunes, mais aussi des gens qui l'entourent. Jamais mariée, vieille fille, comme on disait, elle a adopté en 1918 une jeune orpheline de parents décédés de la grippe espagnole. Malheureusement, cette jeune fille-là est décédée en 1920. Alors qu'elle enseigne à l'Université McGill, elle fait la rencontre de Carrie Derrick, s'impliquant au Montreal Local Council of Women. Faut dire que cette femme-là, une autre de nos grandes oubliées, a été une des premières femmes à être admise comme étudiante à McGill, à obtenir son baccalauréat en 1890, mais aussi la première à y enseigner, et elle est la première biologiste de l'université. Ses travaux et ses recherches étaient reconnus à travers le monde entier et c'est elle qui a mis sur pied le département de génétique de l'Université McGill. Hein? Vous la connaissiez pas, hein? Ben oui, c'est aussi ça le pouvoir magique du matrimoine. On y découvre d'autres femmes par le biais de certaines. Parler d'une femme, c'est parler d'un immense réseau. Enfin bref, les deux femmes travaillaient ensemble et militaient ensemble. En 1915, les deux femmes viennent appuyer Annie MacDonald Langstaff, qui est interdite d'admission au barreau. Vite de même, là, Annie a milité pour que les femmes puissent être admises au barreau du Québec et être avocate, droit qui a été acquis en 1941. 3 teams madame en un. Et je les mets sur ma liste là, pour qu'elles aient éventuellement leur propre épisode à elles. On m'a dit bonne chance pour trouver des madames extraordinaires. Il y en a d'autres qui ont de la misère à avoir des filles sur le pacing. En tout cas, dans les années 20, Idola Saint-Jean s'implique auprès de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Les objectifs de l'organisation fondée en 1907 par notamment Marie Gérin-Lajoie, c'est de grouper les Canadiennes françaises catholiques en vue de fortifier par l'union leur action dans la famille et la société, protéger les femmes de la violence conjugale et de la pauvreté, lutter contre la mortalité infantile et obtenir le droit de vote auprès des autorités politiques et religieuses, former les femmes à la politique, revendiquer le droit à l'instruction supérieure et à l'exercice des professions et faire modifier le statut matrimonial des femmes dans le Code civil. Des combats qui guideront notre team madame toute sa vie. En février 1922, Idola va avec une délégation de 400 femmes provenant du nouveau comité provincial pour le suffrage féminin remettre au Parlement du Québec une pétition contenant 3000 noms en faveur du droit de vote des femmes. Même si on débat pas de la pétition en chambre, le rassemblement marque le début de quelque chose. Un long pèlerinage qui aura lieu à chaque année jusqu'en 1940. Vous vous souvenez qu'en début d'épisode, je vous disais que le fait d'être fille de bourgeois, c'était important comme information? Ben, c'est là que ça prend forme. Parce qu'en 1927, le Comité provincial pour le suffrage féminin se divise en deux.
Thérèse Casgrain d'un bord et Idola Saint-Jean de l'autre. Il y avait 3 désaccords fondamentaux pour Idola. Petit 1, elle disait que certains membres étaient trop près du Parti libéral du Québec. Petit 2, que le mouvement était pas assez actif à son goût. Et petit 3, c'est là qu'elle rompt avec ses origines bourgeoises. Idola trouvait que le groupe était beaucoup trop bourgeois et prenait pas assez en compte les femmes ouvrières. C'est d'ailleurs comme ça qu'Idola Saint-Jean et la Nouvelle Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec se distinguent. Elle s'adresse et se concentre sur la population ouvrière. La socialiste et féministe en moi capote sur ça. Oh, Idola, t'es ma suffragette préf de toutes les préfs. Petite anecdote pour vous donner une idée des tensions qu'il y avait entre Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain, c'est qu'on est le 5 mars 1930. Le projet de loi concernant le suffrage féminin est encore battu. Malgré le travail, malgré l'augmentation des députés en faveur, malgré tout, là, alors que les femmes présentes à l'Assemblée législative sont déçues, il y a une chose qui est arrivée et qui a permis au premier ministre de prendre la parole qu'il devait pas prendre au début sur ce projet de loi-là. Dans les jours qui ont suivi, Idola a parlé dans sa chronique d'un véritable faux pas. Et ce faux pas-là, c'est l'envoi d'une gerbe de fleurs au premier ministre pour son 63e anniversaire. Bouquet de fleurs envoyé sans consultation des autres femmes par Thérèse Casgrain. À ce moment-là, le premier ministre a affirmé devant une galerie surchargée de femmes: Je regrette d'avoir été dans l'obligation de voter contre leur bill. Mais j'ajouterai que si je suis contre la cause, je suis pour les femmes. Les femmes présentes comprennent pas ce qui se passe, puis sont étonnées de voir qu'est-ce qui arrive. Mais c'est rien comparé à l'étonnement qu'elles ont éprouvé, qui est à son maximum quand elles comprennent que ces fleurs-là étaient données au nom des femmes. Elles avaient donné ces fleurs-là sans même le savoir. Moi, ça me mettrait en beau maudit. Ça nous montre dans le mouvement suffragette du Québec 2 façons de faire, 2 visions de la lutte, 2 points de vue complètement différents. Parce que oui, chez les féministes, on n'est pas toujours d'accord sur les tactiques à utiliser. La fin des années 20 et les années 30 sont marquantes pour Idola. Elle est partout. Voici les soldats de la révolte qui font la croisade pour que toute femme vote. On sait qu'un homme a des tas de qualités, mais on doit bien dire qu'en groupe il est très stupide. 1929, elle s'implique dans l'affaire Personne. Je t'invite à lire sur cette histoire-là qui est célébrée à chaque 18 octobre au Canada. En 1930, elle se présente devant la Commission sur les droits civils de la femme où elle réclame que l'âge minimal du mariage soit augmenté à 16 ans. C'était 14 pour les garçons et 12 pour les filles. Que les mères puissent donner ou refuser leur consentement au mariage de ses enfants. Que les femmes puissent retirer l'argent d'une assurance qu'elles ont payée. De réformer la loi sur l'adultère pour mettre fin au double standard. À l'époque, l'épouse devait prouver que son mari entretenait sa maîtresse souvent sous son toit, contrairement à lui qui pouvait simplement l'en accuser. Seulement l'âge légal du mariage a passé. Toujours en 1930, elle devient la première Québécoise francophone à se présenter aux élections fédérales. Ce qui est encore plus fascinant avec cette histoire-là, c'est comment que ça s'est passé. Elle a du chien puis du front tout le tour de la tête, notre Idola Saint-Jean. Le Parti libéral du Canada autorisait qu'une seule candidature féminine aux élections de 1930. C'est Grace Ritchie England, présidente du Montreal Women's Liberal Club, qui se présente. Idola Saint-Jean décide alors de se présenter comme candidate libérale indépendante dans la circonscription de Saint-Denis. Elle va perdre, mais aura quand même accumulé plus de 1700 voix. En 1931, elle présente un mémoire à la Commission des assurances sociales du Québec tout en devenant membre de l'exécutif de l'Internationale des droits égaux.
celle qu'on appelait la doyenne des championnes du suffrage féminin, dérange de plus en plus. Mais ça l'arrête pas. Je pense que même ça lui donne du gaz, hein? Parce qu'elle continue. Des chroniques dans les journaux, à la radio, des pétitions, lettres à la Société des Nations. Elle s'oppose à la loi du cadenas. Elle va soutenir les 5000 ouvrières du textile qui sont en grève, ce qu'on a appelé la grève des midinettes en 1937. Grève avec une des figures importantes du mouvement ouvrier féminin à sa tête, Léa Robach. Et n'ayez crainte, hein, elle est déjà sur la liste des futures team madame, Léa Robach. On dit d'Idola Saint-Jean qu'elle est une vaillante qui ne s'est pas laissée abattre par de soudains revers de fortune, que le malheur n'effraie pas et qui, pour n'avoir jamais lutté, n'en sont pas moins armés contre les trahisons du sort. Avec elle, on se sent déjà devenir un peu féministe. Elle est pacifiste autant qu'elle est féministe. Et on sait combien les pacifistes sont en général combatifs. Et cet esprit combatif-là, cette vision de voir le féminisme comme un combat, on lui a reproché plus souvent qu'autrement. Comme elle argumentait, qu'elle questionnait les raisonnements des politiciens, on disait d'elle qu'elle était agressive. Je pense qu'elle souriait pas assez. Ça doit être ça. Mais dans le fond, les politiciens de l'époque avaient juste peur d'elle, hein, parce qu'elle se laissait pas faire, puis elle les laissait pas faire non plus. Le 18 avril 1940, enfin, tous les efforts et le travail d'Idola Saint-Jean et de milliers d'autres femmes portent fruit. Elles pourront désormais exercer leur droit de vote au niveau provincial. Le 4 mai 1940, un grand banquet est organisé par la Ligue des droits des femmes et Thérèse Casgrain. La très grande majorité des associations féminines sont présentes, mais pas Idola et l'Alliance. Dans une lettre datée du 30 avril, elle explique: Comme notre association groupe des travailleuses de toutes les classes sociales et qu'un très grand nombre de femmes sont dans l'impossibilité de prendre part à un banquet pour des raisons pécuniaires incontrôlables, les conditions de vie devenant de plus en plus difficiles, ce serait de notre part manquer de sincérité envers ces femmes de célébrer sans elles la grande victoire que nous venons de remporter. C'est d'ailleurs avec 5000 ouvrières réunies à l'intérieur et à l'extérieur de l'Auditorium de Montréal qu'Idola célèbre non seulement l'obtention du droit de vote le 26 avril, mais également l'obtention d'une hausse de salaire de 10% le 29 avril suivant au marché Saint-Jacques. Idola Saint-Jean s'éteint le 6 avril 1945, un peu moins d'un an après avoir pu exercer son premier et seul droit de vote aux élections provinciales du Québec le 8 août 1944. Je l'ai mentionné tout au long de l'épisode, ce sont les femmes blanches du Québec qui pouvaient voter à ce moment-là. Les Autochtones auront le droit de vote en 1960 seulement. Et là, on pourrait aussi parler du statut d'Indien que les femmes autochtones perdaient en épousant un blanc et qu'ils ont retrouvé ça dans les années 80. On va s'en parler lorsqu'on discutera de la vie de Mary Touhax Early. Idola Saint-Jean, c'est une femme de caractère. Les autrices Marie Lavigne et Michelle Stanton-Jean l'appellent d'ailleurs l'insoumise. Puis je pense que c'est tout à fait approprié pour la désigner. Idola Saint-Jean, c'est une femme qui a mené ses luttes avec authenticité et sororité. Son histoire nous montre que parfois, souvent, brasser la cage, c'est important. Pas avoir peur de ses convictions puis de déranger. Que la pluralité des actions, c'est ce qui fait vraiment avancer les choses. Faut en prendre note pour les luttes aujourd'hui. Jouer le jeu politique, être discrète mais ferme, militer, parler fort, déranger, tout ça en même temps. Parce que 85 ans plus tard, on se rappelle que le 18 avril 1940, c'est pas juste un projet de loi qui a été signé. C'est plutôt l'aboutissement de plusieurs décennies de militantisme et de courage dont ont fait preuve les femmes. Parce qu'au fond, on se rappelle que c'est pas en votant que les femmes ont eu le droit de vote. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. À l'élève à la flemme pour sa présentation orale,
Antoine Fortin. À l'étudiante en art de dire, Raphaël Fortin. Dans le rôle du premier ministre et de l'étudiant en art oratoire, Guillaume Cholette-Janson. Pour interpréter le journaliste, Marc-André Fortin. Dans le rôle d'Idola Saint-Jean, à l'idéation de Team Madame, à la recherche, à la rédaction, scénarisation, animation, narration, montage, moi-même, Valérie Deschamps.